Bonjour et bienvenue à ma présentation intitulée La vaccinologie réverse comparative et soustractive pour le développement d'un vaccin contre l'entérite nécrotique aviaire du laboratoire au poulet de chair. Pourquoi étudier Clostridium perfringens? D'abord, dans une perspective clinique, Clostridium perfringens est une bactérie à gram positif, ubiquitaire en production avicole, donc on la retrouve vraiment partout dans l'environnement de production des poulets de chair, par exemple. La bactérie a été récemment classée en 7 toxinotypes, de A à G, où le type G est reconnu pour englober les souches capables de causer l'entérite nécrotique aviaire. L'entérite nécrotique aviaire, c'est bien entendu une entérotoxémie aiguë caractérisée par la présence d'une diarrhée sanglante, la dépression chez les oiseaux, des mortalités et bien entendu des pertes économiques significatives pour les éleveurs. Elle est en recrudescence depuis les dernières années, principalement causée par soit le retrait ou la réduction d'utilisation des antibiotiques en production avicole. D'un point de vue de génétique bactérienne, ce ne sont pas toutes les souches de Clostridium perfringens qui sont capables de causer l'entérite nécrotique. Cette capacité-là serait limitée à certaines lignées génétiques, alors que d'autres lignées génétiques de Clostridium perfringens sont bénéfiques pour la santé des volailles. Il y a la toxine NETB qui a été identifiée comme un élément important de la capacité des souches à causer l'entérite nécrotique, mais on s'est rendu compte avec certaines études que ce n'était pas le seul facteur contribuant à cette capacité-là. Et de plus en plus, on s'intéresse à l'adhésion, donc la capacité des souches à adhérer à l'intestin des volailles. L'adhésion qui représente une étape initiale de la pathogénie de l'entérite nécrotique. Et il y a certaines études de mutagénèse qui se sont intéressées au pouvoir de certains facteurs d'adhésion dans la capacité de virulence des souches. Et ce qu'on a remarqué, c'est que quand on effectuait des mutations par insertion au niveau de ces gènes-là, on observait une réduction de la virulence des souches. Donc, au cours des dernières années, on s'est beaucoup intéressé à tout ce qui est lésionnel, à la capacité de Clostridium perfringens à causer des dommages à l'intestin, surtout en étudiant le rôle de ces toxines. Mais on s'est très peu intéressé à l'étape de colonisation, donc vraiment l'étape initiale où les souches vont utiliser certaines adhésines, certaines protéines de surface pour adhérer à l'intestin, pour coloniser l'intestin. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Quelles sont les solutions disponibles pour contrôler l'entérite nécrotique aviaire, contrôler Clostridium perfringens? On peut agir, bien entendu, sur la régie d'élevage en ciblant certains facteurs prédisposants comme l'aliment, comme la coccidiose, comme l'immunité, le stress. Évidemment, le recours aux antibiotiques dans l'aliment qui est de moins en moins disponible parce qu'on a vu les antibiotiques de catégorie 2 disparaître à la fin 2018. Les antibiotiques de catégorie 3 pour lesquels la date avait été fixée à la fin 2019, cette date-là a été reportée, mais éventuellement, ces antibiotiques-là vont disparaître. Et il ne reste que les antibiotiques de catégorie 4 pour lesquels le nombre est relativement limité. Donc, pas tellement d'outils disponibles sur ce côté-là. Au niveau des alternatives alimentaires naturelles, bien entendu, les huiles essentielles, les acides organiques, les probiotiques, prébiotiques, qui peuvent être des stratégies intéressantes. Et au niveau des stratégies vaccinales, il y a très peu de choix disponibles commercialement, donc les vaccins Netvax ou Vaxivet, qui sont des vaccins à base de toxoïdes, de toxines inactivées, et pour lesquels la protection conférée est généralement partielle. Donc, il y a nécessité de mieux comprendre la pathogénie de l'entérite nécrotique aviaire, mais aussi d'identifier des nouveaux antigènes, de nouveaux facteurs de virulence chez la bactérie qui pourraient être utilisés comme antigènes et éventuellement inclus dans des approches de contrôle de nature vaccinale. Et c'est pourquoi on parle aujourd'hui de la vaccinologie réverse soustractive et comparative, parce qu'en fait, qu'est-ce que ça veut dire, la vaccinologie réverse soustractive et comparative? Si on prend l'exemple de Clostridium perfringens, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'intéresser aux séquences génomiques des souches virulentes et des souches commensales. On va faire la recherche d'antigènes potentiels dans les séquences de ces génomes-là et on va comparer. Donc, l'aspect comparatif de la stratégie, c'est qu'on va comparer ce qu'on retrouve dans les deux types de souches et on va y aller avec une soustraction, c'est-à-dire soustraire ce qui est commun aux deux types de souches pour ne garder que ce qui est unique, donc les antigènes qui sont uniques aux souches virulentes, qui pourraient contribuer au développement d'une réponse immunitaire et potentiellement intervenir dans la virulence des souches. Donc, les gènes codant pour ces protéines uniques-là vont être utilisés pour exprimer, purifier des protéines
les protéines pour lesquelles ils vont coder. Et à la fin, on va obtenir des protéines recombinantes qui vont pouvoir être utilisées dans des essais de vaccination, par exemple, chez la volaille. Il y a certains produits commerciaux qui sont issus de la vaccinologie réverse, comme le vaccin MenB de la compagnie, le vaccin MenB avec le nom commercial Bexsero, où ce vaccin-là a été développé à partir de méningocoques de sérogroupe B. Donc, si on applique la vaccinologie réverse soustractive et comparative à Clostridium perfringens causant l'entérite nécrotique aviaire, qu'est-ce que ça donne? En fait, on a d'abord débuté avec une sélection de souches basée sur une étude terrain qui a été conduite au Québec entre 2011 et 2012, à laquelle j'ai pris part. En fait, il y a différentes fermes, 8 fermes au total, qui ont participé à cette étude-là d'élever de manière commerciale des poulets de chair en utilisant ou non des antibiotiques. Et évidemment, certaines fermes ont expérimenté l'entérite nécrotique, certaines fermes ne l'ont pas expérimenté. Ça nous a permis de récupérer des souches de Clostridium perfringens, de bâtir une collection intéressante. Et ces souches-là, on les a caractérisées génétiquement, soit par approche PCR, soit par PFGE, où on établit le profil génétique, l'empreinte génétique des souches. Et aussi, on a regardé la diversité des gènes codants pour une adésine spécifique qui est le pilus de type 4. Pour finalement arriver avec une sélection de souches, 10 souches qu'on a reconnues comme commensales et 10 souches qu'on a reconnues comme virulentes. Ces souches-là, on les a cultivées, on a séquencé leur génome. D'abord, on a préparé les librairies et on a séquencé les génomes sur la plateforme Illumina MySeq. Puis, les données qui sont revenues ont été assemblées et analysées avec les outils Inuka pour l'assemblage, Rasteca pour la notation et Quast pour la génération des données d'analyse. On était intéressé, comme je vous mentionnais en début de présentation, à tout l'aspect adhésion, colonisation des souches. Donc, pour ça, on s'est intéressé aux protéines qu'on retrouve à la surface de la bactérie. Donc, ces protéines-là, non seulement sont exposées, donc peuvent contribuer à la capacité d'adhésion de Clostridium perfringens, mais elles sont aussi exposées au système immunitaire de l'oiseau parce qu'elles sont à la surface. Donc, on a focusé sur des protéines qui répondaient à ces critères-là. Donc, comment on les a sélectionnés? D'abord, on les a localisés. Donc, parmi tous les génomes séquencés, on a pris les séquences codant pour des protéines et on les a soumises à différents logiciels, différents outils de bioinformatique pour pouvoir les localiser. Donc, vous avez la liste des outils qui ont été utilisés. Lorsqu'il y avait une double identification, on est allé par approche consensus pour faire une localisation finale des protéines étudiées. On a regardé la présence de régions transmembranaires, la présence de peptides signal et la présence de voies alternatives de sécrétion pour les mêmes protéines. Évidemment, dans l'optique de développer une stratégie vaccinale, on aimerait que les protéines retenues aient un pouvoir immunogène, donc elles stimulent le système immunitaire des oiseaux. Donc, on a évalué leurs séquences codantes pour voir pour essayer de quantifier leur pouvoir immunogène, et ça aussi à l'aide d'un outil de bioinformatique qui s'appelle Vaccigène, pour finalement arriver à une catégorisation des protéines selon leur score immunogène, donc faiblement immunogène, modérément immunogène, immunogène ou fortement immunogène. Donc, en termes de résultats, qu'est-ce que ça donne? D'abord, pour la caractérisation moléculaire, comme je vous mentionnais, on a fait un toxinotypage, on a établi l'empreinte génétique des souches par PFGE et on a regardé le profil pilus. Donc, vous avez les différentes caractéristiques pour les souches retenues. Pour les souches virulentes, donc, vous pouvez voir qu'il y avait des souches qui étaient NetB positives, NetB négatives, différents virulotypes et différents profils pilus. Même chose pour les souches commensales avec un virulotype de moins et 2 profils pilus supplémentaires. Pour les données génomiques, vous avez la longueur des génomes analysés pour les souches virulentes et commensales, le nombre de contigues, le contenu moyen en GC et le nombre moyen de régions codantes. Donc, au niveau des analyses statistiques, en fait, ce qu'on a observé, c'est que l'assemblage des souches commensales de ces perfringens a généré significativement moins de contigues que l'assemblage des souches virulentes. Et le génome des souches virulentes de Clostridium perfringens comprenait significativement plus de séquences codant pour des protéines que le génome des souches commensales. Au niveau de la localisation des protéines, on a identifié un nombre total de 155 700 protéines. Pour ce qui est de la localisation, vous avez le nombre moyen de protéines par catégorie. Donc, vous pouvez voir que pour les protéines extracellulaires, on avait 487
protéines chez les souches virulentes et 356 protéines pour les souches commensales. Même chose pour les cytoplasmiques, un nombre plus élevé chez les souches virulentes et même chose pour les protéines membranaires. Pour ce qui est du pouvoir immunogène, on s'est intéressé à voir quel pourcentage du génome était identifié comme antigénique par nos logiciels et vous pouvez voir que ce pourcentage-là est légèrement plus élevé chez les souches virulentes. Le nombre moyen d'antigènes était aussi plus élevé chez les souches virulentes et le nombre de protéines hautement antigéniques était aussi plus élevé pour les souches virulentes. Donc, au niveau des analyses statistiques, on a observé les différentes proportions pour les catégories de protéines identifiées. Donc, vous pouvez voir que les protéines cytoplasmiques sont beaucoup plus nombreuses que les protéines membranaires ou extracellulaires. Les protéines extracellulaires et cytoplasmiques ont été identifiées en nombre plus important chez les souches virulentes. Autant pour les souches commensales que virulentes, on a identifié un nombre plus important de protéines non antigéniques qu'antigéniques. Les souches virulentes ont, quant à elles, présenté un nombre plus important de protéines au score antigénique élevé. Et qu'est-ce que ça donne comme sélection finale quand on considère les différents critères pour la sélection finale? Donc, ce qu'on voulait était des protéines uniquement présentes chez les souches virulentes et absentes des souches commensales. Et on a validé cette information-là à l'aide d'approches PCR au laboratoire par la suite. On s'est intéressé à la localisation, donc on voulait des protéines qui étaient exposées à la surface de la bactérie, donc accessibles pour le système immunitaire de l'hôte et potentiellement capables de contribuer à la capacité d'adhésion des souches. Et évidemment, on s'est intéressé à avoir un score antigénique qui était relativement élevé. Donc, on a sélectionné 4 protéines différentes, donc la P264, P509, P153 et P561. Vous avez la longueur de la protéine en acide aminé, le score d'immunogénicité, la localisation prédite et les différentes informations relatives au nombre de régions transmembranaires, à la présence de peptides signal et à la présence d'une voie alternative de sécrétion. En contrepartie, on a aussi inclus dans nos analyses une protéine qui a été identifiée avec un faible score d'immunogénicité parce que cette protéine-là, on voulait l'inclure comme contrôle négatif dans nos essais in vivo dont je vais vous parler à l'instant, mais on voulait comparer en fait la capacité à stimuler une réponse immunitaire entre des protéines identifiées comme fortement antigéniques et des protéines identifiées comme faiblement antigéniques. Les résultats de tout ce travail-là ont été publiés, en fait, ont été rapportés dans un article qui vient d'être accepté par la revue BMC Genomics. Et si vous êtes intéressé, ça me fera plaisir de vous faire suivre ce papier-là. En fait, le travail ne s'arrête pas là parce que ces résultats-là sont basés sur des analyses in silico et on est intéressé en fait d'aller valider les pouvoirs immunogènes et protecteurs des protéines sélectionnées en conditions expérimentales. Donc, au cours de l'été, on s'est intéressé à documenter ces pouvoirs-là, d'abord de générer une réponse immunitaire intéressante à l'aide des protéines qu'on a sélectionnées, donc chez des poulets de chair. Et on s'est aussi intéressé à valider non seulement le développement d'une réponse immunitaire, mais le développement d'une réponse immunitaire qui est protectrice. Donc, on a soumis ces oiseaux-là vaccinés avec les protéines recombinantes à des essais un essai expérimental où on les a infectés avec Clostridium perfringens, donc pour recréer l'entérite nécrotique, pour voir dans quelle mesure nos protéines étaient capables de prévenir la maladie chez les oiseaux. Donc, est-ce que les résultats générés permettront une application éventuelle potentielle à la ferme? Ça reste encore à être déterminé parce qu'on est en cours d'analyse. Chose certaine, c'est que je peux affirmer que nos protéines retenues sont en mesure de stimuler une réponse immunitaire chez les oiseaux vaccinés. Et est-ce que ces protéines-là pourront éventuellement faire partie d'une solution de contrôle efficace proposée à la filière? C'est ce qu'on souhaite. Je vous remercie pour votre attention et j'aimerais dire un merci tout spécial à notre partenaire dans ce projet-là qui est DCL Nutrition et Santé Animale, nos organismes subventionnaires, le programme Innovation du MAPAC et le MITAX, et évidemment les étudiantes au cycle supérieur qui ont travaillé sur le projet Ilem Meniaï, Sarah Darpana et tous les membres de la chaire de recherche en salubrité des viandes. Merci.